La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Votre point ? Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur Aligre FM 93.1, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Marie-Catherine Méra. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Donc Marie-Catherine, vous nous avez ramené du son aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes allé promener vos micros ? Je me suis baladée dans un laboratoire qui travaille sur la douleur et j'ai assisté à une petite expérience amusante. Sympathique. Vous nous en dites plus d'ici une quarantaine de minutes, mais d'ici là, n'hésitez pas à intervenir dans le corps de l'émission. Émission ce matin consacrée à la vulgarisation dans les sciences humaines et sociales. Et pour nous éclairer ce matin, on a le plaisir d'avoir non pas un ni même deux, mais trois invités. Bastien Lelu, Pierre Mounier et Édouard Klinpeter. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors, on commence par qui ? Pierre Mounier. Pierre Mounier, vous êtes professeur certifié à l'EHESS, vous êtes directeur adjoint du Cléo. Donc le Cléo, c'est le Centre pour l'édition électronique ouverte, c'est ça ? Parfait. Et vous êtes également co-animateur de la plateforme hypothèse.org. On en parlera, on en dira deux mots pendant l'émission. Bastien Lelu, vous êtes directeur de publication du groupe Trace. Alors le groupe Trace, c'est quoi ? C'est un groupe de réflexion, c'est ça ? Oui, c'est un groupe qui a un statut associatif et qui mêle une dimension de réflexion et d'action sur les questions de communication des sciences en société. Ok, sur les rapports sciences et société. Édouard Klinpeter, vous êtes également membre du groupe Trace et vous êtes aussi ingénieur de recherche au CNRS. Tout à fait, à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Voilà, on a présenté tout le monde. Maintenant, on va passer... les questions de la vulgarisation scientifique, il ne vous aura pas échappé que c'est un petit peu un fonds de commerce de recherche en cours. Ça fait un petit moment qu'on tourne autour, on les tripote, on les regarde. Mais jusqu'à maintenant, on les maintient dans leur champ d'origine, qui est le champ des sciences dures, des sciences expérimentales. Alors, on va faire un exercice un peu différent aujourd'hui. On va prendre ces questions-là, on va les ranger soigneusement, et puis on va les emmener en voyage un petit peu dans un autre univers qui est celui des sciences humaines et sociales. Et on va essayer de voir ensemble si la greffe prend, en fait. Comment ces questions qui ont trait à la vulgarisation scientifique s'acclimatent ou pas dans le monde des sciences humaines et sociales. Alors, toute première question, quand on parle de vulgarisation en sciences humaines et sociales, de quoi parle-t-on et à qui le chercheur en sciences humaines pourrait s'adresser quand il fait de la vulgarisation ? Je vous propose qu'on écoute un petit extrait, une trentaine de secondes, d'un recherche en cours où nous recevions Gérard Mauger, un sociologue, et on l'écoute sur nous parler des différents interlocuteurs que peut rencontrer un chercheur en sciences humaines et sociales. Bon, donc il y a ces trois forces en quelque sorte. Vous voyez, une force qui vous tire un peu vers l'État, c'est-à-dire vers un rôle de l'expertise, un poste qui vous tire vers les médias, vous pouvez faire une carrière d'intellectuel médiatique, une force de rappel vers les pairs, vous êtes un savant. Bon, je pense que tout le monde est chacun. Vous voyez, alors on pourrait dire, vous voyez, tout atome placé dans ce champ est soumis à trois forces, c'est un tripôle comme ça, qui le balade de façon avec une intensité variable en fonction du sujet, du moment, de sa carrière, etc., vers tel ou tel pôle. Moi, comme tout le monde. Voilà, donc on a l'image du chercheur en sciences humaines et sociales qui a en gros trois types d'interlocuteurs. Ses pairs d'un côté, quand il s'adresse à ses collègues, les décideurs, les politiques quand il est mobilisé en tant qu'expert sur des questions sociétales, et puis troisième pôle, on pourrait dire le grand public, pour le dire vite, quand il prend des positions en tant qu'intellectuel, quand il écrit des livres, par exemple. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la vulgarisation en sciences humaines et sociales, c'est quand le chercheur s'adresse à quelqu'un d'autre que ses pairs ? Est-ce que ça vous parle ? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs... Édouard Klinpeter. Oui. Il y a plusieurs modalités de la façon dont un chercheur en sciences sociales peut s'adresser à d'autres personnes que ses pairs, notamment ce qui était évoqué à l'instant là dans la bande que vous nous avez fait écouter.
lorsqu'il agit en tant qu'expert, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande son avis sur une question sociétale, avec derrière une intention de prendre une décision en général de nature politique. Donc la vulgarisation, c'est lorsqu'on s'adresse à un public, je dirais, non expert, mais à des vocations plus, sans doute, pédagogiques. D'accord, donc on voit là, dès le début, une différence peut-être dans les objectifs. Autant la vulgarisation traditionnelle dans les sciences expérimentales, c'est plus à des buts de transmettre des contenus, apprendre les sciences. Autant si on met ça dans le champ des sciences humaines et sociales, vous nous dites c'est plus des prises de position qui ont des objectifs politiques, de participer au débat politique. On peut dire ça comme ça ? Non, là je parlais de la position du chercheur, qui peut également être prise par un chercheur en sciences expérimentales, lorsqu'il intervient en tant qu'expert. Lorsqu'il est sollicité par une instance politique ou une organisation non gouvernementale pour éclairer une décision. D'accord. Pierre Mounier, quand on a évoqué en préparant cette émission, ce pôle d'attraction du chercheur en tant qu'expert quand il est mobilisé par les politiques, vous avez employé une expression, vous avez parlé de chercheur mercenaire. Vous pouvez nous expliquer ça ? Et qu'est-ce que c'est que cette fonction ? Je me souviens pas avoir employé je vous assure. Vraiment. Je pense que la question de la position du chercheur mercenaire est toujours un risque, plutôt qu'une accusation que l'on pourrait faire en direction de telle ou telle personne. Mais il est vrai que lorsque les chercheurs, en particulier en sciences humaines et sociales, sont mobilisés pour répondre à un certain nombre de questions par des commanditaires, le risque et qu'ils soient conduits à essayer de répondre aux questions qui leur sont posées, alors que un des apports et une des choses sur lesquelles travaillent en particulier les sciences humaines ne consiste pas tellement à répondre à des questions qui leur sont posées de l'extérieur de leur champ de recherche, mais plutôt à reformuler les questions et à poser eux-mêmes les questions. Et il me semble que les apports des humanités ou des sciences humaines dans les débats publics, mais aussi dans les questions que peuvent se poser des non-scientifiques, puisque là on est dans cette position, dans ce débat très marqué entre scientifiques et non-scientifiques. Il faudra un peu remettre en cause un peu plus tard dans l'émission, s'il vous plaît. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, l'apport que des chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent donner en direction de ces publics, c'est plutôt de les conduire à reformuler leurs questions ou à poser d'autres questions sur les mêmes sujets. Donc c'est ça le risque de l'expertise servile. Alors plutôt que mercenaire, parce que le terme mercenaire implique la question de l'argent, alors il me semble que la question de l'argent n'est pas si essentielle que ça, c'est plutôt la question de la servilité. C'est-à-dire la position de l'expert servile qui répond avec application aux questions qui lui sont posées, n'est pas très intéressante, et plutôt la question c'est plutôt comment est-ce que le chercheur va bouger les lignes et reproblématiser une question. D'accord. Alors, maintenant qu'on a clarifié ce pôle d'attraction, si on prend un certain nombre de dispositifs qui sont bien connus dans la vulgarisation des sciences expérimentales, des sciences dures, et on va essayer de voir, est-ce qu'ils se transposent ? Est-ce que ça existe dans les sciences humaines et sociales ? Alors, premier dispositif, des revues de vulgarisation. Alors là, on voit très bien à quoi ça fait référence, Sciences et Vie, Sciences et Avenir. Est-ce qu'il y a des choses similaires, équivalentes, comparables en sciences humaines et sociales ? Oui, il doit en exister quelques-unes. Moi, je pense en particulier à la revue Sciences humaines. Mais j'ai l'impression que si on compare... quand on va en kiosque, le nombre de revues de vulgarisation de sciences dures et le nombre de revues qui seraient de la vulgarisation en sciences humaines et sociales, c'est pas tout à fait le même. Il y en a beaucoup moins en sciences humaines et sociales. Il n'y a pas photo, d'accord. Édouard ? Oui et non, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle des revues de vulgarisation. Effectivement, Sciences humaines est un bon exemple. Maintenant, est-ce que Psychologie Magazine ou Philosophie Magazine pour moi, sont aussi des revues de vulgarisation. Et je dirais que précisément dans les revues de vulgarisation très grand public,
les chercheurs en sciences humaines et sociales, ou en tout cas les thématiques de sciences humaines et sociales, sont probablement plus traitées que celles en sciences expérimentales. Donc, au-delà des revues spécialisées en vulgarisation de sciences humaines et sociales, on a cité sciences humaines, ce que vous nous dites, c'est qu'on trouve incrusté dans les revues généralistes un certain nombre d'articles venus de tribunes, venus d'universitaires qui prennent des positions qui pourraient s'apparenter ou pas à de la vulgarisation ? Oui, on peut citer une... Par exemple je pense en particulier, de manière un peu plus... c'est pas un exemple que je vais donner, mais c'est une enquête qui a été faite par Pablo Jensen, qui est un chercheur à l'Institut des systèmes complexes de Lyon, en 2005, et qui... Donc c'est une enquête purement sur les chercheurs du CNRS, et qui essayait de savoir, en fonction des disciplines, quels étaient les chercheurs qui avaient le plus d'action envers le grand public. Et donc il a procédé par sondage sur l'ensemble des chercheurs du CNRS, et il a découvert que les premiers étaient de loin les chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales, puisque de mémoire, c'est plus des 2/3 avaient des actions de vulgarisation, ou en tout cas disaient qu'ils avaient des actions de vulgarisation très régulièrement. Oui, Pierre Mouillet, ça vous bouillez sur votre chaise. Un peu. Est-ce que vous me permettez de ruer un peu dans les brancards ? Parce que j'ai bien peur que en imposant des cadres qui sont issus directement des sciences expérimentales et en essayant de voir comment on peut les appliquer aux sciences humaines, on n'arrive pas à aller très très loin parce que il y a des différences qui sont tellement fondamentales que du coup, le dispositif de comparaison ne va pas fonctionner. Et là, vous avez évoqué un domaine qui est celui de l'édition, que je connais un peu du fait de mon activité professionnelle, et où, précisément sur cette question, les différences sont fondamentales. Vous avez commencé par parler des revues, en disant les revues de transfert, les revues de vulgarisation. Mais vous savez que le mode de restitution et de publication des résultats de recherche et de communication scientifique privilégié en sciences humaines et sociales n'est pas celui de la revue. Donc vous vous posez la question sur la revue, qui est effectivement le mode privilégié pour les sciences expérimentales, mais pas du tout pour les sciences humaines et sociales. C'est l'ouvrage. Quel est-il ? C'est l'ouvrage, c'est la monographie, bien sûr, qui est, depuis une longue tradition, le mode, le format privilégié par lequel les chercheurs rendent compte de leur recherche. Or, dans ce domaine et dans cette tradition de publication propre aux sciences humaines et sociales, il y a traditionnellement une indistinction d'objectifs de communication sur la publication de ces ouvrages. C'est-à-dire que lorsqu'un chercheur publie un ouvrage, il s'adresse autant à un public large, ce qu'il appelle de manière souvent très indistincte le grand public éclairé, et la notion de grand public éclairé, c'est une notion sur laquelle il faut travailler, qu'il faut arriver à expliciter, qu'à ses pairs. Et donc, traditionnellement, et c'est là qu'il y a des maisons d'édition qui sont là justement pour publier et diffuser des résultats de recherche qui prennent la forme de livres, de monographies, et qui s'adressent autant à un grand public qu'au public scientifique. Donc je vous donne quelques exemples qui ont été célèbres, et parfois c'est l'objet de confusion et de malentendus. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple qui est Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie, publié dans les années 70, en 1975, qui est un ouvrage de recherche, c'est une monographie, et qui en même temps est un succès de librairie considérable et qui en même temps a eu un impact important dans la société. Je vous donne un autre exemple qui est un exemple de malentendu. Mais là, on est au cœur de la tradition de communication des sciences humaines et sociales, des pratiques de communication à SHS. C'est l'exemple de Claude Agege, linguiste célèbre, qui en 1985 publie L'homme de parole, qui est un ouvrage de linguistique de haut niveau et donc assez difficile à lire. Claude Agege est invité sur le plateau de l'émission Apostrophe par Bernard Pivot. Il a face à lui Raymond DeVos. Et à eux deux, au cours de l'émission, c'est une émission célèbre qui a beaucoup fait parler d'elle. À eux deux, ils font une sorte de numéro intellectuel avec des jeux de mots, etc. Ouais. Claude Agege devient une espèce de star, si vous voulez, enfin une star intellectuelle. L'homme de parole est un succès de librairie du fait de l'émission. Et donc, par contre,
ce que la plupart des observateurs disent, c'est que la plupart des gens qui ont acheté L'Homme de Parole, il y a peu de chances qu'ils aient véritablement tout compris dans L'Homme de Parole, parce que c'est un ouvrage véritablement difficile. Et donc, il y a à la fois cette tradition et les limites de cette tradition qui est la cause de malentendus possibles. Alors, on va y venir. Vous parlez de cette tradition. Les exemples que vous avez, que vous nous avez exhumés sont quand même assez anciens. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que cette tradition des monographies, qui s'adressent donc sans distinction au père et à un public éclairé, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est toujours vivace? Pierre Mounier, à qui veut la prendre? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il me semble que ce modèle est effectivement en crise aujourd'hui. Et c'est donc un des sujets dont il faut discuter, parce que c'est un des sujets importants. Les deux exemples que j'ai cités sont pris dans une période historique que l'on appelle l'âge d'or des sciences humaines, où effectivement, en gros, depuis la fin des années 50 jusqu'aux années 80, il y a, un peu les années 90, il y a une diffusion très importante des publications de sciences humaines et sociales, y compris des ouvrages de recherche, ce qu'on pourrait appeler des ouvrages de recherche, en direction d'un grand public, avec des succès de librairie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une crise de l'édition en termes de tirage qui est très très importante, et donc ce format qui est celui du livre est en crise, du livre de sciences humaines, mais le livre aussi est en crise, et c'est ici que le basculement vers le numérique joue aussi un rôle qui peut être important. Donc là, vous nous dites, crise qui est plus une crise générale de l'édition, il n'y a vraiment rien de spécifique aux sciences humaines et sociales dans cette relative raréfaction de ces ouvrages? Alors moi, je pense qu'il y a des spécificités. Il y a une crise générale de l'édition qui est une crise des formats, une crise des modèles de communication en général, mais la spécificité des sciences humaines et sociales, c'est la question, et on revient sur la question de l'engagement intellectuel, c'est la question de savoir si l'ensemble de la société et si le débat public a encore envie de s'alimenter de recherche en sciences humaines et sociales. Et donc la crise que l'on peut constater, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est le symptôme d'une déconnexion croissante entre la recherche en sciences humaines et sociales d'un côté et le débat public et l'ensemble de la société de l'autre, avec une recherche qui se professionnalise d'un côté, donc ça c'est un des sujets dont il faut parler, et puis un débat public qui est dominé, qui est orienté, qui est cadré par d'autres acteurs que les intellectuels ou que par les chercheurs en SHS. Alors justement, qui pourraient être ces autres acteurs qui, eux, concurrencent nos intellectuels en SHS? Pierre Mounier, c'est vous qui l'avez lancé. Vous avez bien des noms en tête. Je crois que la question, c'est que il y a plusieurs éléments. Il y a la question des formats médiatiques et la question des médias. Un sociologue comme Pierre Bourdieu, par exemple, a beaucoup réfléchi et est intervenu politiquement sur cette question des médias et la manière dont l'évolution du champ médiatique, sa structuration économique, commerciale et en termes de format, laisse de moins en moins de place à des paroles qui sont celles des chercheurs en SHS. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, il fonde sa maison d'édition qui s'appelle Raison d'agir. C'est une des raisons pour lesquelles il fait cette intervention télévisée qui a marqué et qui a donné lieu à la publication sur la télévision et où il pointe cet élément de crise. Donc les médias et donc les journalistes, si vous voulez, le champ journalistique ou le champ médiatique orientent le débat et structurent le débat de manière très très importante. Et du coup laisse une place moins importante pour tout un tas de raisons à une parole qui n'est pas formatée selon les attendus de ce champ. Bon, donc c'est de la faute aux médias en gros. Alors non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas ce que je dis, c'est que les médias eux-mêmes sont sous influence d'un certain nombre d'acteurs, donc il faudrait identifier. Mais en tout cas, il y a une situation de crise, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne avec l'explosion des endroits sur le web, notamment, je pense à ça, où s'exprime ou peut s'exprimer la parole des sciences humaines et sociales? Oui, alors effectivement, le web
le web est un endroit où un certain nombre de chercheurs essayent de reprendre pied justement pour intervenir dans le débat public et essayent de faire passer un certain nombre de leurs idées, de leurs résultats de recherche, etc. Donc effectivement, le développement des carnets de recherche ou des blogs, si vous voulez, de chercheurs en SHS est un de ces exemples. Mais en fait, il y en a d'autres. On pourrait penser par exemple aux revues. Alors je reviens sur les revues de sciences humaines, qui sont des revues dans un certain nombre de cas en libre accès, sont parfois destinées à un public, alors cette fois-ci à un public très savant, mais sont souvent ou quelquefois utilisées par des publics, parce qu'ils tombent dessus par Google par exemple, par des publics qui sont non professionnels. Et donc là, il y a des lecteurs inattendus, on va dire, qui se manifestent et qui font leur miel d'un certain nombre de publications de revues en sciences humaines et sociales. Donc là, il y a des interactions, il y a un flou qui se crée sur les intentions de communication et à la fois sur la réception de ces travaux qui est propre au web. Alors sur les objectifs de cette communication des chercheurs en sciences humaines et sociales sous ces nouvelles formes, vous avez parlé de carnets de recherche, de blogs, est-ce qu'on reste dans les objectifs traditionnels des monographies des années 70 ou est-ce qu'il y a un changement dans les objectifs, les buts de ces prises de position de ces chercheurs en sciences humaines et sociales sur Internet ? Moi, je crois que c'est un problème un autre des problèmes dont il faut discuter. Parce que le propre de la communication web, c'est que c'est une communication qui est rapide, courte et fragmentée. Ça, personne ne peut le contester. Le modèle du carnet de recherche, que je défendais dans une autre émission de recherche en cours. On s'en souvient bien, Esmicro, oui. Maintenant, je vais le critiquer un peu, parce que j'aime bien faire les contradictions un peu, faire apparaître les contradictions. Parce qu'il y a un mode de communication qui est très fragmenté par le biais du billet, où on réagit à l'actualité, où on va pointer un résultat de recherche, ou faire un éclairage sur une problématique ou un pays, etc. Le problème de ce mode de communication, c'est qu'il est très différent de la monographie, telle qu'elle pouvait être publiée, on va dire, à la fin du XXe siècle, en ce sens que la monographie et l'ouvrage permet à un chercheur de déployer à la fois un système de pensée, une représentation de la réalité, ou éventuellement une explicitation complète d'un phénomène social. Et on a là donc une ampleur, une continuité qui est importante et qu'on n'arrive pas à reconstituer dans le web, me semble-t-il. Où là, on a plutôt des éclairages fragmentés, des choses comme ça. Prenons des exemples. Je regardais un peu ma bibliothèque ce matin avant de venir dans l'émission en me disant, en voyant un peu les choses. Je suis tombé sur Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, et puis juste à côté, il y avait Evans Pritchard, l'Annuaire. Ce sont deux bouquins qui sont très importants, où vous avez deux anthropologues qui explicitent les modes de fonctionnement d'une société entière. La question, c'est, est-ce que par le web, ils pourraient déployer ce système explicatif d'une société entière ? Est-ce qu'ils auraient le temps ? Est-ce qu'ils auraient la continuité qui leur permettrait de le faire ? Ben là, moi, je n'ai pas la réponse. Ouais. Oui, ça résonne avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le mode de publication des sciences humaines et sociales qui se conforme de plus en plus au mode de publication des sciences expérimentales, c'est-à-dire sous la forme d'un article. Donc on observe aussi cette fragmentation, y compris dans la communication, je dirais, des revues à destination des pairs. D'accord, mais alors est-ce que vous déplorez ce mouvement-là, le fait que les sciences humaines et sociales se rapprochent pour un certain nombre de leurs modalités des sciences expérimentales ? J'ai l'impression qu'il y a toujours eu un peu ce courant dans les sciences humaines et sociales de recherche d'une scientificité, donc d'une conformation à ce qu'on appelle science traditionnellement, c'est-à-dire en gros la physique. C'est effectivement regrettable dans la mesure où les critères de rationalité ne s'appliquent pas. Mais c'est une question épistémologique générale, presque. Ruben-Augien, là j'ai noté une citation, note une aporie en fait dans les sciences sociales. Une quoi ? Une aporie ? Une aporie, c'est-à-dire
une impossibilité de se sortir d'une situation complexe. Le chercheur en sciences sociales est constamment tiraillé entre deux pôles. Il nous dit en fait que les sciences sociales sont condamnées soit à attribuer des pouvoirs, à attribuer une existence à des entités non physiques et qui sont supra-individuelles, type l'État, par exemple, ou alors à s'enfermer, à se réduire à la psychologie, avec toutes les limites qu'elle comporte. Voilà. Alors, si on essaie de reprendre ce fil rouge un peu artificiel, hein, certes, mais de prendre des dispositifs de vulgarisation en sciences expérimentales et de voir quel pourrait être l'équivalent en sciences humaines et sociales. Dans la vulgarisation des sciences expérimentales, il y a un certain nombre de figures, de grands vulgarisateurs. C'est une longue tradition. Est-ce qu'un Hubert Reeves, par exemple, qui pourrait être l'équivalent d'un Hubert Reeves dans les sciences humaines et sociales? Est-ce que vous avez un nom qui vous vient? Non, pas plus que ça. Bon, est-ce qu'un Claude Allègre? Tiens, voilà, par exemple. On va prendre un Claude Allègre, j'espère qu'il va mieux. On l'embrasse s'il nous entend. Est-ce qu'un Claude Allègre pourrait avoir un équivalent, quelque chose de similaire dans les sciences humaines et sociales? Il y a des penseurs qui sont très, très médiatisés et qui font l'objet d'ailleurs d'un rejet de la part de leur communauté. De leur communauté, oui. Type BHL, Finkielkraut, des gens comme ça. Voilà, enfin, ça commence à balancer. Fou. Je veux dire, ce sont des quand vous parlez d'Hubert Reeves ou de Charpak, ce sont des figures qui sont respectées à la fois dans leur milieu et par le grand public. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas des deux philosophes que j'ai cités avant. D'un BHL. Est-ce le cas de Claude Allègre? Non, effectivement. Alors, Claude Allègre, ce qui est critiqué, hein, c'est le fait qu'il utilise sa légitimité d'ancien scientifique, puisqu'il ne fait plus de recherche, pour prendre un certain nombre de positions sur plein de choses dont il n'est pas spécialiste. Donc, est-ce qu'un BHL, ça pourrait être l'équivalent de ça? Est-ce qu'il y a une démarche similaire? Vous parliez de rejet du milieu d'origine, du milieu académique, de ces penseurs. Oui, il y a certainement l'utilisation d'une certaine légitimité intellectuelle qu'ils ont eu à un moment pour prendre des positions militantes, ce qui n'est pas, condamnable en soi. Quelqu'un comme Bourdieu, qu'on citait tout à l'heure, était aussi assez représenté dans les médias et assez souvent cité lors de prise de position militante. C'est quelqu'un sur lequel on s'appuyait assez régulièrement. Je peux ajouter un élément, parce que là, c'est la question des valeurs qui est posée. Ce qui, me semble-t-il, peut être est contesté, souvent critiqué en ce qui concerne Claude Allègre ou d'autres. C'est non seulement qu'ils peuvent sortir de leur champ de spécialité, donc parler de choses qu'ils ne connaissent pas sur le bout des doigts, pas forcément plus que d'autres en réalité, mais c'est aussi le fait qu'ils sortent de leur position de chercheur et de scientifique. Un scientifique ou un chercheur, me semble-t-il, et ça me semble une position largement partagée, n'a pas à dire en tant que chercheur à qui que ce soit ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à imposer un système de valeurs. La parole scientifique, le discours scientifique n'est pas un discours en valeurs. C'est un discours en rationalité, c'est un discours en fait, qui peut dire éventuellement si vous faites ceci, alors il arrivera cela, avec telle probabilité, de telle ou telle manière. Mais c'est à vous, société, collectif, individu, de déterminer ce que vous voulez faire. Or, Claude Allègre, lorsqu'il intervient, souvent, il intervient
avec sa légitimité scientifique, mais en tant que politique, pour le coup, pour donner des recommandations, pour dire il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et il mélange en réalité les deux régimes. Et évidemment, il y a un sociologue très important qui a pensé cette question-là, c'est Max Weber. Parce que Max Weber est un sociologue qui a mené à la fois une carrière académique, scientifique, et qui en même temps a eu un engagement politique très important et qui publie cet ouvrage qui, me semble-t-il, est au cœur de nos réflexions, qui est Le savant et le politique. Et j'ai lu récemment un article très intéressant de Philippe Corcuff, un autre sociologue publié dans la revue Sociologie, sur un retour réflexif sur justement cette notion de neutralité axiologique que pose Weber et que Corcuff propose de retraduire en non-imposition des valeurs. Ce qu'il montre bien, c'est que, et c'est là qu'on a une spécificité, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité des sciences humaines, je vais vous retourner la question à vous, qui êtes plutôt spécialiste des sciences expérimentales. Mais ce qui est certain, c'est que dans la pensée de Weber et dans Le savant et le politique, Corcuff le démontre bien, il n'y a pas de séparation radicale entre, d'un côté, des options politiques et des débats de valeurs, et de l'autre, un discours ou des recherches totalement rationnelles et totalement scientifiques, neutres, dégagées de cette question des valeurs. Il y a bien une interaction entre les deux. Mais ce que Weber défend, et c'est là que, me semble-t-il, Allègre franchit la ligne rouge, c'est de ne pas fusionner les deux, de ne pas opérer de confusion et de fusion entre les valeurs d'un côté et la recherche sur des faits, sur des raisonnements et ainsi de suite de l'autre. Par contre, il y a bien une articulation entre les deux, parce que les objets de recherche sont bien suscités par des interrogations qui souvent ont pour départ des questions de valeur. Vous voulez dire dans le choix des objets de recherche ? Bien sûr, le choix des objets de recherche. On s'intéresse à tel sujet plutôt qu'à tel autre parce qu'il y a un sujet, il y a un débat, parce qu'il y a une actualité, parce qu'il y a des interrogations, des questions vraiment pratiques que toute la société se pose. Et ça, on le voit très bien pour des sociologues, pour des anthropologues, pour des historiens. L'histoire elle-même, les recherches en histoire sont en partie conditionné. Alors, le mot n'est pas juste, mais en articulation en tout cas avec des débats de société. Si on fait des recherches en histoire sur tel ou tel sujet, telle ou telle période, c'est en articulation avec des débats politiques. Donc moi je vous retourne la question maintenant. Qu'en est-il des sciences expérimentales ? Est-ce que les recherches en sciences expérimentales sont totalement déconnectées de l'actualité, des problématiques, etc. ou pas ? D'accord, je réponds pas à votre question, mais c'est moi qui pose les questions ici. Oui, Bastien Lelu. Là, pour le coup, je pense que un des résultats des études sur les sciences et les techniques, les STS, la recherche qui prend pour objet de recherche justement la science dure en général, c'est qu'effectivement, cette séparation n'existe pas non plus pour les sciences expérimentales. On ne peut pas réussir à séparer science et politique de manière marquée, et les deux sont toujours en articulation, et prétendre que l'une est indépendante de l'autre, politiquement, c'est très fort, en fait. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la question autour de laquelle on est en train de tourner est une question aussi qui est adressée par la vulgarisation, dans la vulgarisation des sciences expérimentales. Et en gros, ça pourrait se résumer sur: est-ce que la vulgarisation a pour unique objectif de transmettre des contenus scientifiques, point, ou est-ce que la vulgarisation a également pour objectif de transmettre comment se fait la recherche et ces questionnements typiquement sur qu'est-ce qui est de l'ordre des valeurs ou qu'est-ce qui est de l'ordre du rationnel, déconnecté des valeurs. Ça fait partie des débats et des questions qui se posent quand on s'intéresse à la vulgarisation en sciences expérimentales. Alors, la question que j'aurais envie de vous poser, est-ce qu'il y a encore un équivalent de ça en sciences humaines et sociales, et est-ce qu'on peut imaginer comme objectif de la vulgarisation des sciences humaines et sociales la transmission de la méthode ou des méthodes en sciences humaines et sociales? La méthode du sociologue, la méthode de l'historien, de l'anthropologue, je ne sais pas. Bastien Lelu. Moi, j'ai envie de prendre un peu le contre-pied de la question et d'ajouter une autre couche d'objectifs aux actions de vulgarisation. Alors, pour le coup, souvent en sciences expérimentales, quand elles sont initiées par une institution publique, par exemple, au niveau national ou même au niveau européen,
Il me semble qu'un des objectifs, en fait, au-delà de transmettre des contenus ou alors montrer la recherche telle qu'elle se fait, débattre des sujets de sciences en société, un des objectifs, c'est de montrer qu'on communique sur la science. C'est un espèce de méta-objectif d'afficher le fait que, regardez, on parle de la science, on parle de la recherche.